Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. Here's a drive in a deep left field by Castellanos. It will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace édition du 15 septembre 2024. Bienvenue à l'émission. Bienvenue à cette deuxième semaine d'activité dans la NFL. On a super hâte d'en jaser avec vous. Ça va être le fun. Une semaine encore remplie de surprises et de déceptions pour Félix Forget ici présent qui, pour une seconde semaine consécutive, a eu le grand malheur de voir Will Levis jouer de manière absolument terrible et voir ses Titans perdre encore une fois. Sinon, toujours Pierre-Olivier Côté de Poulain, pardon, de l'autre côté. Toujours présent. By the way, comme vous pouvez sûrement l'entendre encore une fois dans ma voix, c'est pas encore à 100%, mais au moins, je suis capable de parler avec un peu plus d'enthousiasme. Et Pop, de son côté, comment tu suis la saison MVP de Daniel Jones? Très bien. J'avais dit cette semaine qu'on n'était pas encore prêt à avoir la discussion de Daniel Jones 15-1. En fait, 16-1 et MVP à la fin de la saison. J'y crois encore. 14-2. Ça va être 15-2. 15-2 et MVP, ça s'en vient. Le monde n'est juste pas prêt encore pour cette discussion-là. Ben, définitivement, ton autre MVP dans la ville de New York, Aaron Rodgers, a connu une bonne journée. Donc, finalement, ça a pris 1 an et des poussières, mais il a finalement eu sa première victoire en tant que Jet de New York, parmi tant d'histoires cette semaine. Mais les boys, on a eu dimanche après-midi l'un des matchs qu'on attendait le plus cette semaine. Et je parle bien sûr du match Steelers-Broncos qui a vu... C'est pas vrai. Pendant une seconde, je pensais que tu allais vraiment au premier match qu'on voulait parler. Mais évidemment. Pourquoi je suis encore naïf? Pourquoi? Félix Forget, naïf de nature. Non, mais mis à part une autre victoire des Steelers qui sont invaincus. Steelers de Pittsburgh, l'équipe officielle de la triple menace, soit dit en passant. Non. Ah, c'est vos Steelers de Pittsburgh au passage. Non. Non. Vos Steelers qui n'ont pas encore connu la défaite après 2 semaines. Bon, on dira ce qu'on veut de cette deuxième demi. Non. Félix, même ton père nous a DM pour dire qu'il embarque et que lui aussi dit que c'est nos Steelers de Pittsburgh. Je me retire complètement de toute cette déclaration-là. Fantastique. Non, mais blague à part, on a eu un excellent match en ce dimanche après-midi entre les Chiefs de Kansas City et les Bengals de Cincinnati. Il y a beaucoup d'histoires qui suivaient cet affrontement entre les deux équipes. Bon, ben, notamment, on parlait d'un retour de Joe Burrow et un retour en force, peut-être des Bengals dans cette conférence de l'américaine. Surtout beaucoup d'espoir envers ces Bengals pour possiblement battre les Chiefs en séries éliminatoires parce qu'on va se le rappeler, la dernière fois que les Chiefs ont été vaincus en séries éliminatoires, c'était aux mains de ces Bengals de Cincinnati. Et les Bengals, en plus de ça, la semaine dernière, n'ont pas eu une excellente sortie. En fait, ont connu une défaite assez terrible aux mains des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Et puis là, on est là cette semaine. Tout le monde est content. Et même Ja'Marr Chase jouait, encore une fois. Puis, je tiens à préciser, encore une fois, il n'est toujours pas sous contrat. Donc, en ce moment, il joue avec quel argent? Je ne le sais pas. Je ne sais pas comment fonctionnent les assurances s'il était pour se blesser alors qu'il n'est même pas sous contrat encore. Mais il y a son contrat recru quand même encore. Ah, c'est ça. Mais c'est quand même la raison pour laquelle il a décidé de ne pas se pointer au camp d'entraînement. Mais tout ça pour dire, les gars, donc voici le résultat final quand même. Les Chiefs sont emportés 26-25 par pure magie noire et bon, ben, peut-être un petit peu d'aide du personnel arbitraire, mais ça arrive tout le temps. Mais Non. C'est un classique aussi bon que Astérix à Noël à Canal Famille. Ben c'est ça. Puis au-delà de ça, une remarque aussi que je faisais aussi en fin de match, parce que Félix, je sais que tu n'es pas totalement de l'opinion que les arbitres ont aidé, mais ça, c'est le second point aussi. Il semble qu'à chaque fois qu'une équipe semble sur le point de vaincre les Chiefs de Kansas City, ils tombent autant allergiques que moi en ce moment, là, ils tombent allergiques à l'idée de compléter la job contre eux autres. Ouais, je pense que ça aussi, tu sais, oui, on parle beaucoup des arbitres et tout, puis
est-ce que c'est la pénalité la plus flagrante de l'histoire? Non. Je comprends pourquoi quelqu'un a des suspicions que les arbitres ont voulu aider les Chiefs et tout, puis on ne pouvait pas laisser Patrick Mahomes, on ne pouvait pas laisser Taylor Swift perdre un match où elle était là et tout. Mais c'était pas un mauvais call pareil. C'est ça, ça reste c'est le genre d'appel que les arbitres vont faire, puis c'est le genre d'appel que personnellement j'aime pas parce que j'aime quand en fin de match on laisse les gars jouer puis qu'on laisse pas les pénalités qui déterminent le résultat d'un match et tout. Mais c'est un appel qu'ils vont faire. Le demi de coin a ses bras autour du casque du receveur. Ils vont appeler ça 99 fois sur 100. C'est sûr et certain qu'ils vont finir par appeler ça. Puis tu sais surtout que la pression sur les Bengals, on veut les forcer à faire des erreurs. Les Bengals ont eu tellement de pénalités stupides dans ce match-là. La crise de bacon de Ja'Marr Chase, je m'excuse, mais c'était encore ridicule. Ja'Marr Chase, c'est une diva, ce gars-là. Il m'énerve profondément quand il fait ça parce que c'est pas la première fois qu'il fait ça. Mais écoute, moi, je pense que les Chiefs ont laissé les Bengals se battre eux-mêmes. Un peu comme ils ont fait avec les Ravens la semaine passée. Les Ravens ont abandonné leur identité, on les a laissés se battre eux-mêmes. Puis je pense que c'est encore ça qui arrive cette semaine. Et là, tu regardes les Bengals qui ont une fiche de 0-2. Et c'est là que tu dis la défaite à la semaine 1 contre les Patriots. Parce qu'on a pas mal joué aujourd'hui. Les Bengals aujourd'hui ont prouvé qu'il faut quand même les prendre au sérieux dans la AFC et tout. Mais tu regardes la défaite de la semaine passée qui fait vraiment mal. Tu te dis, il fallait gagner un de ces deux matchs-là. Là, tu te ramasses à 0-2. 2 matchs derrière les Steelers au sommet de la division. C'est quand même une bonne distance à rattraper. Puis là, tu te dis, est-ce qu'on a échappé ce premier match-là parce qu'on se préparait trop pour les Chiefs? On est trop concentré sur les Chiefs à la semaine 2. Puis on a quand même échappé ce match-là contre les Chiefs. Oui, c'est inacceptable. Une fiche de 0-2 pour les Bengals. On sait qu'ils sont meilleurs que ça, évidemment, puis c'est pas la première fois qu'ils se ramassent dans ce gouffre-là. Mais tu peux pas commencer une saison 0-2, surtout quand tu avais un match contre les Patriots comme ça. C'est là que je m'en vais un peu, Félix, parce que historiquement, cet alignement des Bengals sous Joe Burrow n'a jamais été excellent lors des semaines 1 et 2. Là. Avec la défaite d'aujourd'hui, on parle d'un record, d'un dossier de 1 et 11 lors des semaines 1 et 2 depuis 2019. Donc, Pop, de ton côté, est-ce qu'on commence quand même à s'inquiéter des Bengals ou est-ce que ça va être comme on a vu dans certaines des saisons passées et tout va s'ajuster dès bientôt? Ben, je pense que les Bengals vont s'ajuster. Je pense que c'est la même ribambelle qu'on entend depuis quelques années. Comme je l'ai mentionné la semaine passée, les Bengals jouent en pré-saison jusqu'au mois d'octobre. Je pense que, historiquement, c'est ça l'affaire. Là, par exemple, si les Steelers commencent déjà la saison 2-0, puis tu as les Browns qui ont gagné aujourd'hui contre Jacksonville, mais qui ne sont pas aussi... tu sais, il aurait pu autant être 0-2 que 1-1 aujourd'hui. Là. Puis on viendra aussi avec les Ravens qui sont 0-2. Tu sais, je pense que si Steelers commencent à gagner comme leur match 3, une match 4 de leur saison d'ici les 2 prochaines semaines, là, je pense que ça pourrait devenir compliqué parce que ça va être un départ beaucoup trop lent pour ce qui s'en vient pour le reste de la saison. C'est définitivement quelque chose qu'on va revoir très bientôt. J'ai aucun doute. On va entendre parler des Bengals d'ici peu. Mais les Chiefs qui commencent leur campagne pour un possible three-peat du bon pied, c'est sûr que c'est pas non plus le match qui a retenu le plus d'attention cette semaine. Sur un niveau personnel, c'est le match entre les Bills et les Dolphins de Miami. Et c'est même pas pour le résultat totalement catastrophique. D'ailleurs, avant le match, petite tranche de vie, group chat avec des amis. Et il y en a un qui me demande, hey, tu sais, Bills, Dolphins, qu'est-ce que tu penses ce soir? Je dis, bon, ça va être les Bills. Autant que, tu sais, on leur a donné un peu de mal en pré-saison, les Bills, mais ils connaissent un bon début de saison. Je les voyais quand même gagner contre les Dolphins. Et puis là, on voyait comment le match s'est déroulé. Et puis, je me suis fait promettre une bière pas à mon compte. Donc, je me suis gagné une bière gratuitement avec ça. Mais au-delà de ça, on avait un match classique, l'Est de l'Américaine. Et puis, toi, Tagovailoa, a connu un match absolument exécrable, OK? Totalement exécrable. Même que j'ai pris Twitter puis j'ai écrit comme quoi toi semblais déjà prêt pour le mois de janvier parce que on connaît tous ses ennuis en séries éliminatoires et particulièrement dans des températures plus froides, certainement, qu'est-ce qu'on peut retrouver à Miami. Et puis là,
c'est lors d'un troisième essai où Tua tente de se faufiler à travers une marée de joueurs de ligne et tombe en contact avec Damar Hamlin, se fait mal à la tête. Finalement, on apprend quelques heures plus tard, c'est encore une fois une commotion pour Tua Tagovailoa. Puis là, je suis rendu au point que si tu es Tua, tu dois commencer à penser à prendre ta retraite. Bon, il a dit en fin de semaine qu'il n'avait aucune intention de prendre sa retraite, mais à un moment donné, c'est pas nécessairement... T'es un athlète. Tu veux continuer à performer, tu veux être là pour tes coéquipiers, possiblement gagner un Super Bowl avec une formation des Dolphins qui a certainement des armes de qualité. Certainement, ils ont pleinement le droit d'aspirer à une participation au Super Bowl et peut-être de le gagner. Eux autres, ils vont être les premiers à dire qu'ils se croient comme les favoris. Mais, à un moment donné, il faut écouter ce qui se passe autour et prendre ta santé en priorité. Puis, c'est quelque chose qu'on voyait, mettons, d'autres joueurs. Là, je pense à Tyler Lockett, qui aussi a maintenant cette nouvelle perspective sur la santé et le football, comme quoi, ben, faut mettre sa santé en priorité. Et je pense que ça devrait être idem dans le cas de toi et juste, honnêtement, tirer sa révérence, prendre sa retraite, ou au moins, quand il va revenir, là, au moins qu'il porte un Garden Cap. Mais au-delà de ça, bottom line, les gars, il ne devrait pas revenir sur un terrain de football. Moi, je vais répondre à ça parce que cette situation-là de Tua Tagovailoa qui est extrêmement triste pour elle, c'est parce que c'est un carrière que je trouve sous-estimé. Je pense que c'est un solide carrière. Peut-être pas le meilleur de la ligue, mais c'est un gars qui, quand il est en santé, est vraiment un gars qui en fait beaucoup plus que les gens pensent. Mais tu sais, tu regardes les dernières années, tu parles de Tyler Lockett. Moi, j'ai deux autres noms qui me viennent en tête quand je pense à ça. Je pense à Luke Kuechly, qui a pris sa retraite parce qu'il y avait eu quelques commotions cérébrales et qui est encore un excellent joueur, possiblement le meilleur de la ligue à sa position, mais qui, après plusieurs commotions cérébrales, a réalisé que c'était le temps d'arrêter. Il fallait pas se rendre à la commotion cérébrale de trop. Puis je pense que Luke Kuechly a arrêté au bon moment. Et un autre cas que ça me rappelle beaucoup, mettons qu'on reste dans la position de carrière, Andrew Luck. Andrew Luck, c'est arrivé de nulle part, c'est un peu plus... il n'y avait pas eu cette blessure-là qui l'avait vraiment incité à rester, mais il a raconté depuis que ça faisait des années qu'il était blessé, qu'il traînait des blessures, passait tout son temps en réhabilitation et tout, puis ça prend une charge mentale importante sur toi, puis à un moment donné, c'est sûr que toi vas vouloir continuer, c'est la nature de l'athlète de vouloir revenir, vouloir aider tes coéquipiers, tu sais que ton équipe dépend de toi, puis tu veux pas les laisser là, mais à un moment donné, il faut soit que quelqu'un le protège de lui-même, ou qu'il soit capable de prendre un pas de recul et se dire ouais, là, ça commence à devenir dangereux. Puis je vais prendre cette décision-là pour lui. Tu sais, si lui décide de revenir, gars, c'est son droit et tout, puis il a le droit de décider de revenir, mais en même temps, est-ce qu'on peut blâmer quelqu'un de dire aujourd'hui que ce gars-là ne peut plus revenir, ne doit plus rejouer dans la NFL? Je pense pas, parce que tu veux pas que la prochaine soit vraiment celle de trop. Déjà, peut-être que celle-là était celle de trop, puis on sait qu'il y a un long historique, là. Tu veux le protéger de lui-même aussi à un moment donné. C'est pas la première fois qu'il fait quelque chose comme ça. Félix Pop, on est rendu presque à une moyenne d'une commotion par année pour toi. On est rendu à une troisième depuis qu'il est dans la NFL. On se rappelle qu'il y en a une qui a été gérée de manière absolument exécrable par les Dolphins auprès du personnel de la NFL. Et là, il y en avait une lorsqu'il était à Alabama. Mais, tu sais, je pense... On ne peut pas forcer la nature des choses, mais... Mais est-ce qu'on peut forcer Tua à se mieux protéger lui-même sur le terrain? Mais je veux dire, au-delà du Garden Cap, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux pas, parce que tu l'as vu, il a passé tellement de temps à prendre des cours pour mieux tomber et tout. Puis il l'a dit après sa précédente commotion qu'il avait fallu qu'il avait suivi, je pense que c'était des cours de taekwondo qui expliquaient pour apprendre à mieux prendre ces jeux-là, puis à apprendre à glisser. Puis, mais tu l'as vu, c'est son instinct qui est revenu dans ce contact-là avec Damar Hamlin. Il est allé tête première et tout, puis c'est l'instinct du gars aussi. À un moment donné, ça, c'est pas quelque chose qui change vraiment, qui peut-être se contrôle, mais qui se modifie pas à ce point-là, surtout avec déjà l'historique qui est étoffé. Je me demande à quel point c'est réaliste de penser que ça peut changer. Non, définitivement, mais c'est certainement quelque chose qu'on va suivre. Là, on n'a toujours pas trop d'idées par rapport à quand il va revenir. Je pense que du côté des Dolphins, j'ose espérer du moins qu'on va prendre notre temps si on veut tirer une leçon par rapport à notre historique de gestion avec toi et ses commotions cérébrales. Donc, on va suivre ça avec grand intérêt.
Mais parmi les autres nouvelles qu'on a reçues quand même cette semaine, il y en a une que moi je trouvais quand même intéressante. Puis Félix, je sais que toi et moi, on n'est pas super d'accord là-dessus, mais c'est la situation Kyler Murray, Marvin Harrison Jr. Lors de la semaine 1, j'ai crié haut et fort sur les toits que ça allait commencer en force, cette connexion-là, que voilà, c'est la prochaine grande affaire dans la NFL. C'est Antonio Brown et Ben Roethlisberger 2.0. Juste une petite seconde. Sérieusement, tu penses à deux carrières, là? Ben Roethlisberger, Kyler Murray, je pense que littéralement, tu peux pas prendre deux gars qui sont plus différents l'un de l'autre. Genre, je comprends pourquoi tu dis ça, la fille de gars, mais sérieusement, là, t'as Roethlisberger qui était 6'5", 250 livres, puis t'as Kyler Murray. Big Ben. Sérieusement, il est même pas 6 pieds, puis je sais même pas s'il fait 200 livres. Là. Sérieusement, je pense que tu peux pas être plus à 2 antipodes de Non, mais surtout que Big Ben a clairement les mêmes qualités athlétiques que Kyler Murray aussi, là, dans la prochaine. Roethlisberger qui court, c'est un délice. Mais en fin de carrière, Roethlisberger qui court, c'était excellent. Un peu bonheur. C'était excellent. Et bien sûr, je ne comparais pas de quoi les joueurs avaient l'air, mais du type de connexion entre les deux joueurs. Et bon, la semaine dernière, ça a été absolument horrible pour ce qui est de Marvin Harrison Jr. Puis ça m'a tellement fait très, moi, personnellement, parce que après le match, Kyler Murray se fait prendre en entrevue par les journalistes, puis il se dit bon, qu'est-ce qui est arrivé, tu sais? Comment ça se fait que Marvin Harrison Jr. n'a pas reçu le ballon plus que ça? Et puis, il dit bon, ben, c'est parce que c'est pas moi qui prends la décision de qui reçoit le ballon. Puis là, Félix, relax, OK? Parce que je sais que ce sont des jeux qui sont dessinés pour une cible en particulier. Mais à un moment donné, tu as un petit peu de libre arbitre. Là. Tu peux pas être corps arrière numéro 1 dans la NFL et ne pas avoir un petit peu de laisser-aller, un petit peu de libre arbitre. Regarde Lamar Jackson, à chaque fois qu'il voit un petit peu de pression, il se met à courir. C'est pas du libre arbitre, ça? Écoute, la citation exacte pour qu'on revienne. Il dit « Ma job n'est pas de donner le ballon, d'envoyer le ballon à Marvin Harrison Jr. » Et je m'excuse, mais il a raison sur ce point-là. Parce que Kyler Murray n'est pas le distributeur de ballon officiel de Marvin Harrison pour les Cardinals. C'est le corps arrière de cette équipe-là. Et oui, Marvin Harrison est le meilleur receveur de cette équipe-là. Je suis d'accord avec toi, Mio. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais c'est la première game de sa carrière. Peut-être que ça allait vite un peu pour Marvin Harrison, ce match-là. Puis des fois, ça prend un peu de temps qu'on se construire une chimie. Là, à un moment donné, la job de Kyler Murray, c'est pas juste de s'assurer que la ligne de stats de Marvin Harrison est belle à la fin de la semaine. C'est de faire gagner les Cardinals de l'Arizona. Est-ce qu'impliquer Marvin Harrison Jr. dans le plan de match d'avantage va aider l'équipe? Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis 100% d'accord avec toi. Mais je trouve que cette citation-là est grossièrement exagérée dans le sens où ce que Kyler Murray veut dire avec ça, selon moi, c'est que sa job n'est pas d'être le faire-valoir de Marvin Harrison puis de donner des ballons, peu importe, même s'il faut qu'il mette la victoire en double ou en triple couverture. C'est ça, même sa job, c'est pas juste de lancer le ballon à Marvin Harrison, c'est de lancer le ballon pour aider les Cardinals, ou courir le ballon dans le cas de Kyler, c'est de faire avancer cette attaque-là pour marquer des points. Puis si ça passe par Greg Dortch, si ça passe par Trey McBride, si ça passe par n'importe qui d'autre, si ça aide les Cardinals, il a raison que c'est pas sa job de lancer le ballon à Marvin Harrison. Sa job, c'est d'être le carrière de cette équipe. Mais je vais vous dire que Marvin Harrison, 4 réceptions, 130 verges de toucher, et les Cardinals ont gagné. À la fin de la journée, comme dirait mon boy Marc Bergevin, les Cards ont W dans un gros match de division cette semaine. Ils ont gagné. Ah oui, ils ont gagné? Ah oui? Ah ouais, j'ai manqué ce match-là. Je pense que ça va être dans ma mémoire traumatique. Les événements que tu veux plus vivre, c'est dans mon inconscient. Je ne veux plus jamais entendre parler de ce match-là. C'est par la petite marque de 41-0 que les Cardinals l'ont Non, 41-10, si je me trompe. Pas 0. Hey, ça a été rough, mais Karen Williams a quand même touché. Ça aurait bien pu être ça. 41-10. Puis là, Félix, on peut pleurer ensemble parce que durant notre épisode de préparation à cette saison de la NFL, on avait dit comme quoi les Rams allaient être de retour, puis ça allait être cette grande saison de peut-être 13, 14 victoires. Ben voilà, on se retrouve en ce moment à 0-2. La semaine dernière, Puka Nacua tombe au combat. On l'a mis sur la liste des blessés. Il ne devrait pas jouer pour les 4 à 6 prochaines semaines. Et puis là, tu rajoutes Cooper Kupp. Cooper Kupp est blessé. La ligne offensive au complet est blessée. Le point partant est blessé.
Puis ça se peut-tu même que Matthew Stafford aussi n'est pas à 100% parce que je leur... Stafford n'a jamais été à 100%. A-t-il? depuis son premier snap dans la NFL. A-t-il Il déjà n'a jamais été à 100%? 100%. C'est ça l'affaire, c'est que on était tellement confiants en les Rams, puis on s'est dit, mais il y a juste une affaire par contre. Les blessures! Ils doivent rester en santé. Ouais. On était super confiants qu'ils allaient rester en santé, et voilà, on se retrouve cette... En tout cas, gars, j'étais peut-être pas confiant que tous les gars allaient jouer toutes les games, mais qu'en semaine 2, les 2 receveurs seraient déjà plus là. Ça reste arrivé vite. Sérieux, là, c'est arrivé vraiment vite, cette affaire-là. Mais J'ai beau aimer Jordan Whittington, j'ai beau trouver que c'est un espoir qui peut vraiment être bon, là. Sérieux, que la saison des Rams à 0-2 à semaine 3 dépende déjà que ce gars-là step up et que des gars comme DeMarcus Robinson et Tyler Johnson soient des gros morceaux de l'attaque. Et boy, c'est... Ça va être une longue saison. Tutu Atwell, Redemption Tour. Non, hey, wow. Ah, peut-être. Wow. Tutu Atwell, juste avec le nom, va transporter les Rams. Peut-être, qui sait. Non, juste non. Mais c'est quand même à 0-2 que les Rams se retrouvent quand même dans le même tiers de victoire au classement que les Panthers de la Caroline, Pop. Ouch! Oh. Ouch! Que dire maintenant des Panthers qui, après, sans grande surprise, une première semaine exécrable où ils se sont fait détruire 47-10. On se retrouve maintenant une deuxième semaine contre les Chargers de Los Angeles où, là, cette fois-ci, on perd au score de 26-3. Contre les Chargers. Les Chargers qui sont 2-0. Faut-on féliciter les Chargers pour être 2-0 en ce début de saison-là? D'ailleurs, qui était mon pick pour le Survivor et que je peux dire officiellement que je suis le seul survivant de ce podcast entre nous trois dans ce Survivor-là. Après 2 semaines. Félix, t'avais pris quoi? T'avais pris des Cowboys cette semaine, je pense? Non, j'avais prévu prendre les Cowboys. J'ai changé à la dernière seconde pour les Ravens. On va en reparler un petit peu des Ravens tantôt. Dans le fond, je perdais peu importe. Moi, c'est sûr, ça fait 17. Honnêtement, cette semaine, il y a tellement eu d'upsets. Ceux qui ont réussi à survivre cette semaine, bravo. J'essaie de prendre contre les Panthers. Bravo à Pop, t'as compris que dans la NFL, la seule chose qui est sûre, c'est que les Panthers vont perdre. Bravo à Pop d'avoir compris ça, mais non. Moi, j'ai essayé d'être intelligent. Mais c'est pas juste que les Panthers vont perdre, c'est parce que là, on est en train de solidement l'échapper dans le cas de Bryce Young. L'échapper encore plus qu'on l'échappait déjà. Oui, c'est ça, là, exactement. L'année passée, on pouvait se dire, bon, c'est une recrue, il n'y a aucune option. C'est correct qu'on peut laisser un passe-droit. Les Panthers étaient troués de bord en bord. Il n'y avait rien qui pouvait... Mais là, Bryce Young est en train de non seulement d'avoir le même genre d'option ou presque l'année passée. Là, on est comme un peu, tu disais pour Will Levis l'année passée, on régresse du côté de Bryce Young. Et là, on commence à huer, on commence à avoir des sacs de papier sur la tête pour du côté des partisans des Panthers. Et je vais y aller directement avec mon overreaction de la semaine. Je pense qu'on est en train de mettre Bryce Young dans la conversation pour peut-être le pire premier choix total du millénaire en ce moment. Wow! Même avec Jamarcus Russell. Attends, veux-tu qu'on en parle justement de Jamarcus Russell? Check bien ça. Je t'écoute, Pop. OK. Ça, c'est une stat que j'ai trouvée sur Twitter. Les statistiques de Bryce Young après ses 583 premières passes tentées dans la NFL. 3122 verges, 11 touchés, 13 interceptions, un QB rating de 70.9, puis 3,44 verges nettes ajustées par passe tentée. Jamarcus Russell, après 583 passes dans la NFL, avait 500 verges de plus, 6 touchés de plus, avait un QB rating juste légèrement en dessous. Je pense que c'est une affaire comme une différence de 2 ou 3. Puis les verges ajustées par tentative, c'est une verge de plus que Bryce Young. Wow. Tough. Wow. C'est... Et on parle de... ça me fait mal. On parle de Jamarcus Russell, le gars qui s'est fait reconnaître, 1, pour être extrêmement mauvais sur le terrain, et 2, d'être zéro professionnel, en disant même, en avouant quasiment qu'il ne regardait aucun film durant les semaines de préparation. Et là, tu dis que Bryce Young,
dans une époque où la passe aérienne est encore plus facile qu'à l'époque de Jamarcus Russell, a des moins bonnes stats que lui après à peu près 600 passes tentées dans la NFL. C'est rough. Jamarcus Russell aussi connu pour avoir été qualifié comme le prochain antécédent du clan Hut, pour citer Stephen A. Smith qui a dit qu'il ressemblait à Jabba the Hutt. C'est triste par contre à voir dans le cas de Bryce Young parce que puis tu sais c'est un autre carrière d'Alabama. On a une liste, je pense, c'est 4 carrières back-à-back pour ce qui est d'Alabama. En Mac Jones, Jalen Hurts, Tua et Bryce Young. Mac Jones? Mac Jones, c'est tous des carrières, là. On parle peut-être là d'une retraite pour Tua. On parle, là, Mac Jones, il n'est plus le carrière. Il n'est plus le carrière partant des Patriots, n'est plus carrière en ce moment dans la NFL. Et puis là, Bryce Young qui vraisemblablement va être le prochain jusqu'à ce que les Panthers trouvent le prochain grand espoir pour lequel le remplacer. C'est triste à voir, là, par contre. Arch Manning s'en vient pas l'année prochaine. Là. Il va cette saison, puis il va encore rester encore une autre saison au niveau universitaire. Puis, on parle des comparaisons de Bryce Young et Jamarcus Russell. Les Panthers sont devenus la première équipe avec aucune passe de toucher et moins de 150 verges par la passe pour 4 matchs consécutifs. Oh my God. La dernière équipe à avoir fait ça, c'est les Raiders de 2009 qui étaient leadés par Jamarcus Russell. Oh my God. On est rendu là du côté de la Caroline, malheureusement. Puis c'est poche pour Bryce Young parce que, écoute, la personne, je ne le connais aucunement, mais en tout cas, de ce que je semble avoir vu, il n'y a pas l'élément de il ne veut pas se préparer, il n'est pas professionnel qu'avait Jamarcus Russell. Mais les livres d'histoire, si ça continue de même, on va se souvenir de lui, puis on va marquer que les deux étaient égales à ce même sens-là. Ouais. C'est le pire. C'est rough. C'est vraiment rough. Honnêtement, je lui souhaite qu'il lui arrive une situation comme Baker Mayfield, comme Sam Darnold en ce moment, qui sont 2 carrières qui ont extrêmement de fun et de succès avec leur équipe. Puis ça m'amène justement au match de Baker Mayfield et les Buccaneers contre les Lions de Détroit, parce que Félix, ça a été un match qui a été... Là, c'est un match qui était extrêmement mal coaché, à mon avis. Et puis, on a 2 excellents entraîneurs-chefs, dont mon deuxième entraîneur-chef préféré, Dan Campbell, qui, honnêtement, a eu un très mauvais match cette semaine. Oui, c'est un très mauvais match. Puis écoute, la semaine passée, Lyon a gagné un match contre les Rams au match du dimanche soir. On enregistrait pendant ce match-là, donc on n'a pas vraiment pas en parler, mais ça a été un match assez bien disputé au total. Les 2 équipes se sont bien battues. Finalement, en prolongation, on a les bonnes vieilles règles de prolongation profondément stupides qui m'énervent. Je ne veux plus parler de ça, mais que l'équipe qui touche au ballon peut marquer un toucher, l'autre équipe n'a pas une chance, ça m'énerve. Je n'irai pas plus loin là-dessus. Les Lions ont gagné peut-être majoritairement à cause d'un pile ou face. Et ça, je trouve ça... Je n'irai pas plus loin. Mais tu regardes ça, puis là, tu te dis, cette semaine, tu arrives contre les Buccaneers qui, selon moi, sont meilleurs qu'on pense. Et c'est vrai parce que l'année passée, c'est 2 équipes que les Lions ont affronté en série. On a commencé avec les Rams et les Buccaneers, coup sur coup. On a gagné ces 2 matchs-là. Le match contre les Rams était sensiblement la même chose. Et les Buccaneers s'étaient bien battus, mais on avait battu les Buccaneers. Et là, on arrive dans une situation où on a joué contre des Rams qui étaient grandement affaiblis. Puka qui s'est blessé pendant ce match-là, la ligne offensive qui était décimée. On a gagné par un pile ou face. En gros, on a gagné le match en prolongation principalement à cause qu'on a gagné le pile ou face. Et là, deuxième semaine, tu te retrouves contre les Buccaneers qui, oui, sont une équipe qui est plus respectable que certains peuvent penser, mais qui n'est pas non plus vue comme une puissance nécessairement pour le même titre que les Lions. Et les Lions qui perdent ce match-là, moi, je m'excuse, mais j'ai des sérieux doutes sur cette équipe-là des Lions. Peut-être qu'on va se relever, peut-être que c'est un difficile début de saison, il faut réajuster, il faut se réajuster un petit peu avant de connaître du succès. Mais je sais pas, je vois des signes dans cette équipe-là des Lions qui me disent je veux en voir plus. Puis, si on veut vraiment me vendre cette équipe-là comme une équipe aspirante au Super Bowl, ça va m'en prendre plus. On ne voit pas assez Sam Laporta depuis le début de la saison.
Amon-Ra St. Brown, ça a été une première semaine épouvantable, a bien rebondi avec une bonne deuxième semaine, mais là, on a peut-être des craintes sur son état de santé. Les porteurs de ballon semblent être relativement efficaces, mais peut-être pas autant que l'an passé. Est-ce que cette défense-là va être correcte pour la saison? J'ai des petits doutes sur les Lions de Détroit en ce moment, puis ça me fait un peu plaisir parce que j'aime pas particulièrement ces Lions-là, mais en tout cas, bref, je sais pas, j'ai des doutes un peu sur cette équipe-là en ce moment, puis peut-être que dans 3 semaines, on va se reparler, ils vont avoir détruit leurs 3 prochains adversaires, puis tout le monde va rire de moi pour ça. Et si oui, je vous encourage à le faire. Mio, j'ai pas de doute que tu vas me le rappeler si dans 3 semaines, les Lions détruisent leurs 3 prochains adversaires. Mais non, mais je sais pas, j'ai des petites inquiétudes pour les Lions en ce moment. J'ai de la misère à les voir comme une vraie équipe aspirante en ce moment. Tu peux être bien sûr que je serai là, puis pop. Au-delà de ça, là, okay, oui, les Lions perdus, mais la jeune sensation qui était Aiden Hutchinson, qui, à sa première saison, a terminé 2e au scrutin du joueur défensif recrue de l'année. L'année passée, a été nommé au Pro Bowl, sa 2e saison. Et puis là, cette semaine, 2e match de la saison, un petit match de 4 sacs et demi. Dont 3 juste au premier quart. Ouais, vraiment. Ouais. Écoute, moi, ce que j'ai surtout hâte la semaine prochaine parce qu'on va avoir un match-up entre Aiden Hutchinson et un carrière qui aime beaucoup se départir de sa pochette de protection en Kyler Murray. Fait que j'ai hâte de voir qui va avoir le dessus dans cette confrontation-là la semaine prochaine. Ouais, pour avoir écouté le match des Rams contre les Cardinals aujourd'hui, Kyler Murray n'est pas frappable. Tu ne peux pas saquer Kyler Murray. Je pense que c'est impossible. Je pense que c'est la chose... Saquer Patrick Mahomes, c'est pas facile. Saquer Lamar Jackson, c'est pas possible. Kyler Murray, je pense que c'est littéralement impossible. Il est tellement agile, tellement capable de s'éloigner de ses chasseurs de corps. Il est tellement bon pour improvisateur, c'est le meilleur de la NFL. C'est très possiblement, oui. Puis, tu sais, c'est drôle parce que la semaine passée, je regardais Caleb Williams jouer, puis je voyais sa capacité à prolonger des jeux. Je me dis, wow, tu sais, c'est du monde, un peu de ses mondes, il est capable de faire ça, on le sait, capable de courir, il peut courir 20 secondes derrière sa pochette, puis il va finir par trouver Travis Kelce qui, inexplicablement, est complètement seul sur une île déserte. Mais Kyler Murray, on l'oublie souvent dans cette discussion-là de gars qui sont capables de s'évader de leur pochette, puis qui sont capables de créer quelque chose après un jeu qui se prolonge. On va profiter. On l'a vu contre les Rams aujourd'hui. Kyler Murray, je pense qu'il y a une séquence, a couru 10 secondes derrière sa ligne. Marvin Harrison, qui était complètement seul, a reçu la passe de Kyler Murray. Il est très difficile à amener au sol, Kyler Murray. Donc, j'ai hâte de voir si Hutchinson va être capable de faire ça. Et j'aimerais aussi prendre une petite seconde pour que tout le monde ensemble, on rit un peu des Jags de Jacksonville qui, au repêchage, avaient le choix de prendre Aiden Hutchinson, premier au total, et ont préféré prendre Trayvon Walker au lieu de prendre Aiden Hutchinson. Donc, tout le monde, j'aimerais qu'on rie un peu des Jaguars pour cette horrible décision-là. Aiden Hutchinson qui joue à Michigan, qui est un gars du Michigan et qui joue pour les Lions. C'est cool quand même que ce gars-là peut rester avec les Lions, mais il n'aurait jamais dû être disponible au rang des Lions. Il n'aurait jamais dû l'être. Jamais. Tu vois, lui, je l'avais complètement oublié. Je pense que lui, il va être encore moins souvenu dans les livres d'histoire que Bryson et Jamarcus Russell. Ben, Trayvon Walker n'est pas mauvais, c'est juste qu'il est oubliable. Oui, c'est ça. Non, c'est ça mon point. Mais tout le monde personne ne va se souvenir que Trayvon Walker a été un first overall pick dans la NFL. Tu sais, il a été repêché premier au total, puis c'est même pas le meilleur chasseur de corps de son équipe, parce que Joshua Hines-Allen est là. C'est rough, ça, là. Ah non, ça en dit long. Non, mais on parle quand même ici des Jaguars. Tu sais, peut pas voler bien haut. Félix, tu sais, petit dossier, comment je dirais un peu, what the fuck pour les gens à la maison, OK? Félix qui a préparé un dossier sur l'un des plus grands joueurs de l'histoire des Titans du Tennessee, Malik Willis, qui en ce moment arrive en remplacement à Jordan Love chez les Packers de Green Bay. Félix, qu'est-ce qui se passe de bon avec Malik Willis? Écoute, Malik Willis, qui aujourd'hui est le carrière partant des Packers contre les Colts, dans un match où les Packers ont surpris pas mal de gens quand même en gagnant ce match-là contre des Colts qui avaient leur équipe partante et tout, qui avait surtout Anthony Richardson, d'ailleurs, Anthony Richardson, quel match horrible pour Anthony Richardson aujourd'hui. Mais bref, Malik Willis, qui a connu dans les circonstances, de loin le meilleur match de sa jeune carrière, était
pathétique avec les Titans. Ils n'étaient pas capables de lancer le ballon diverge. Et c'était épouvantable. Et aujourd'hui, on a connu quand même un bon match dans l'ensemble. Et il y a surtout eu, chez les Packers aujourd'hui, une séquence un peu particulière qui a impliqué Malik Willis. Sur un troisième jeu, un troisième et 10, sur le coup, personne s'en est vraiment rendu compte. C'est l'entraîneur des Packers, Matt LaFleur, qui a expliqué un peu ce qui s'était passé en conférence de presse après le match. Dans le fond, il y avait un snap des Packers à 3 et 10 et le jeu était une passe. Donc, Malik Willis devait lancer le ballon. Par contre, ce qui est arrivé, c'est que Malik Willis a décidé de courir. Un gars qui est capable de courir, mais a décidé de courir avec le ballon. Et Matt LaFleur est allé voir Malik Willis pour lui demander pourquoi est-ce que tu n'as pas fait la passe? C'est comme c'était le plan de match. Pourquoi tu n'as pas fait la passe? Qu'est-ce qui s'est passé là? Et Malik Willis a expliqué que la raison pour laquelle il n'a pas fait cette passe-là, c'est parce que son joueur de centre, avant de lui donner le ballon, a vomi sur le ballon. Donc, Malik Willis il a eu le ballon et il a décidé qu'il n'y avait pas vraiment d'autre choix que de prendre le ballon et de courir. Me niaises-tu en ce moment? Là? Je suis complètement sérieux. Tu peux aller voir. Je te confirme que Matt LaFleur a dit ça. Est-ce que Matt LaFleur a mal? Je pense pas. Mais est-ce que les arbitres sont allés voir Matt LaFleur plus tard dans le game pour dire juste pour te dire, je sais pas si tu as remarqué, ton joueur de centre a vomi sur le ballon tantôt. La prochaine fois, j'ai pas encore vu ça, là. C'est ça. Pendant le match, personne n'a remarqué. Les arbitres sont allés voir et ils ont dit la prochaine fois, veux-tu qu'on le sorte de la game quand ça arrive? Honnêtement, ouais, j'aimerais pas ça. Si vous pouviez, ce serait quand même apprécié. Ça a été une situation assez bizarre. Moi, c'est une première dans ma vie. Un gars qui vomit sur un ballon, j'ai jamais vu ça. Il fallait que ce soit le center, genre. Évidemment. Et puis imagine Malik Willis qui est là en train de préparer son snap, fait sa cadence et tout en train de lire la défense, puis il entend son centre à 3-4 cm de lui qui est en train de vomir sur le ballon, qui dit oh non, ça s'en vient à moi ce ballon-là. Ben tu dis, t'as pas le choix, tu le prends, tu cours avec, puis t'espères, puis tu demandes de changer de ballon après. Tu dis, d'après moi, j'espère qu'il a demandé à aller se laver les mains. J'espère que quelqu'un avait du Purell pour lui parce que c'est dégueulasse. C'est horrible. J'en reviens pas. C'est une première fois. Moi, avoir été sage, je pense que j'aurais genre juste visé genre le gars de ligne en face de moi pendant que je vomissais. Juste pour rendre ça encore plus chaotique le plus possible. Tu sais, au lieu de vomir à terre, tu vomis direct. J'imagine qu'il n'y a pas de punition pour ça. Ben non, il n'y a pas eu de punition ou rien, mais c'est. Il a fallu qu'il fasse la remise parce que sinon il y aurait une pénalité pour avoir retardé le match ou quelque chose. Là, mais... Ouais, ça, peux-tu avoir une punition retarder le match si tu décides intentionnellement de te faire vomir? Ben, je pense que c'est pour ça. Je pense qu'ils peuvent pas juste arrêter le match pour ça parce que sinon, ben, les joueurs de ligne se feraient tous vomir pour arrêter le match quand t'as besoin de time-out. Là, puis ça serait la National Puke League, ce serait la NPL. Non, mais pas vrai. Pas vrai. J'ai tellement d'être entraîneur dans la NFL, ça va être la nouvelle stratégie. Allez, les gars, pour eux, on n'a plus de time-out. Go. Mais mettez-vous un doigt dans la gueule, faites-vous vomir, là. On a besoin d'un temps mort. C'est malade, je sais. La NFL est tellement de retour quand t'as des histoires de même qui n'ont aucun beau du bon sens. Un centre qui vomit sur le ballon, puis ça a forcé un 3 et 10, ça a forcé le carrière à dire fuck, je peux pas passer ce ballon-là, man. Puis il est parti à courir. Ah non, fait que bref, une histoire un peu cocasse avec Malik Willis et les Packers aujourd'hui. Puis juste à dire, Félix, pour ta santé mentale, Malik Willis affronte qui la semaine prochaine? Les Titans. Oui, ça, j'ai très hâte. J'ai très hâte que Malik Willis vienne battre les Titans. Pour vraiment, là, tu sais, le petit peu de santé mentale football qui me reste, il reste ça, là, ceux qui voient sur YouTube, là, ça ressemble à ça, à peu près, de santé mentale football, là. Ça va ressembler à ça si Malik Willis vient battre les Titans la semaine prochaine. Je vais être tellement désagréable sur le podcast dimanche prochain si ça arrive. Préparez-vous. Sérieusement, préparez-vous, ça va peut-être être du cinéma. Parce que Mio va avoir une maudite bonne journée aussi. Même si Steelers perdent, là, si Malik Willis bat les Titans, Mio sera pas endurable, puis moi, je vais être extrêmement désagréable aussi. Mesdames et messieurs, ça se peut que vous voyez de l'alcool dans l'écran de Félix. Je vais dire quand même, les Steelers, la semaine prochaine, vont recevoir les Chargers. Fait que... C'est le genre de game que les Steelers vont perdre. C'est tellement le genre de game que les Steelers vont perdre parce qu'ils vont jouer au niveau de leur compétition, vont diminuer leur niveau puis ils vont perdre. Hey, les Chargers sont aussi 2-0, soit dit en passant. Parle-moi d'un duel d'équipe 2-0 frauduleuse, hein, juste à dire là. Ok, mais c'est aussi un duel que les Steelers peuvent gagner parce que ce sont les Steelers. Puis que ce sont les Chargers qui vont bullshit là. Ouais. Non, TJ Watt va rien faire contre. Non, c'est vrai, TJ Watt qui court de l'autre bord. Non, oui, ça j'ai rien dit. J'avais Joe Hart, mais non, de l'autre bord.
Anyways, on va terminer un peu le bloc football. Pop, t'avais envie de jaser un petit peu de ta grosse surprise cette semaine. En fait, je dirais des 2 premières semaines. Là. Ben écoute, ça fait quoi? À peu près 40 minutes que l'épisode a commencé, puis on n'a même pas mentionné une fois les Saints de la Nouvelle-Orléans. Allô? Y a-t-il quelqu'un qui peut me donner, quelqu'un qui peut me donner le numéro de leur traiteur qui leur fait de la bouffe aux Saints? Je veux la même affaire. Depuis quand Derek Carr est un bon carré de la NFL? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai manqué quelque chose. Non, je vais commencer pour dire le monde qui chie sur Derek Carr, moi je trouve qu'on est trop sur le dos de Derek Carr pour vrai. Exact. Attends, ça paraît que tu fais plus de fantasy depuis des années. Pop. Parce que si tu fais du fantasy, tu détestes Derek Carr. Non, mais je suis désolé, mais on parle quand même de légende de vos Steelers de Pittsburgh, Derek Carr. Et voilà. Mais écoute, les Saints en ce moment, 2-0, viennent de rosser les Cowboys de Dallas à domicile. Les mêmes Cowboys de Dallas qui viennent de gagner 16 matchs de suite en saison régulière à la maison. Les Saints se sont dit quoi? Hey, on va leur mettre 44 points dans la gueule. Ça va être juste bien le fun. Et là, c'est ça qui est le fun avec les Saints en ce moment, parce qu'ils sont littéralement en feu. La semaine passée, on l'a vu à quel point les Saints ont défait les Panthers de la Caroline de façon spectaculaire. Et là, les Panthers, en fait, les Saints, ont passé à 3 points d'être la 3e équipe de l'histoire de la NFL à faire 47 points ou plus pendant 3 matchs de suite. C'est absolument incroyable. Absolument incroyable ce qu'on vit avec les Saints. 3 matchs de suite de plus de 44 points, c'est la 3e fois qu'on voit ça depuis 2010. Et ce qui est le fun, c'est que les deux autres fois d'avant, c'était les Saints aussi qui l'ont fait. Non, mais tu parles de leur traiteur. Dieu sait que la bouffe en Nouvelle-Orléans... Ouais. Disons que c'est pas la bouffe qui est la moins calorique sur la Terre non plus, là. Elle est super bonne. Mais si tu watches tes calories, ils vont pas manger en Nouvelle-Orléans. Non, définitivement. Mais regarde, en ce moment, tu vois comment l'équipe performe bien. Puis, honnêtement, peut-être que ça peut être un petit secret pour quelconque équipe va se retrouver au Super Bowl cette année. Parce qu'on le rappelle quand même pour les gens à la maison, le Super Bowl se retrouve en Nouvelle-Orléans. Oh, sans Lil Wayne, par exemple. Sans Lil Wayne, mais ça il y a peut-être Anguille sous roche là-dedans. Là. La Triple Menace podcast de théorie du complot, mais peut-être que savoir entre les relations entre Jay-Z, entre Lil Wayne, Drake, YMCMB, Kendrick. Honnêtement, j'ai hâte de voir. C'est sûr qu'il va y avoir un documentaire Netflix là-dessus. The Carter, Nola, quelque chose en tout cas. Somme toute. Pop, on va passer au baseball parce qu'il y a quand même des petites nouvelles qui ont retenu notre attention cette semaine. Puis j'ai envie qu'on en change un petit peu parce que la grosse équipe, encore une fois, tout au long de la saison, et jusqu'à ce qu'il se fasse éliminer ou gagne une série mondiale contre, là, au point où on en est dans la saison, toute attente. Mais les Dodgers de Los Angeles, OK? En ce moment, au niveau du monticule, on va se dire, ça faisait dur, right? Pas de Shohei Ohtani, pas de Clayton Kershaw, compagnie de ça. Mais tu disais, il y a Tyler Glasnow, ça va, ça fait un job. Ben oui. Il n'y a plus de Tyler Glasnow maintenant. Il n'y en a plus. Hey, écoute, pour vrai, les Dodgers, je pense qu'ils sont rendus peut-être à 2 rotations de lanceurs complètes sur la liste des blessés. C'est absolument dégueulasse. Et Tyler Glasnow est maintenant... Mais soyons sérieux, je pense que Tyler Glasnow qui allait se blesser, on s'attendait à ce que ça allait arriver. Le gars sort de plusieurs opérations et joue probablement le plus de manches qu'il lançait depuis un sacré bon bout de temps. Et là, on se retrouve sans Tyler Glasnow qui va se retrouver sur la liste des blessés. Je ne serais même pas surpris qu'on annonce la semaine prochaine. Il va y avoir encore une énième opération Tommy John. Yoshinobu Yamamoto qui est encore blessé. Clayton Kershaw même qui s'est revenu, il n'est pas à 100%. Une chance, on est allé chercher Jake Flaherty, par exemple, du côté des Dodgers à la date limite des transactions. Mais encore, comme tu l'as dit, les Dodgers vont être la meilleure équipe en saison régulière jusqu'à temps que les séries arrivent. Non, mais c'est ça, parce que, tu sais, on mentionne ça quand même. Oui, Tyler Glasnow est blessé, mais Tyler Glasnow, là, sa saison est terminée, là. C'est fini, là. Il n'y a plus rien, là. Puis, en plus, là, tu parles des séries éliminatoires. Tu sais, ça se pourrait. Tu sais, il y a un monde dans lequel c'est possible
que Shohei Ohtani lance durant les séries éliminatoires ou qu'il soit du moins disponible ou assez en santé pour le faire. Mais on s'entend, là. Ça devrait pas arriver. C'est encore drôle. Ben, si Shohei Ohtani décide, moi, je veux lancer. Ben, c'est ça. Est-ce que, à quel point est-ce que tu vas juger que c'est rendu bon? Est-ce que tu attends ta première ronde que tu sois en déficit 0-2 ou tu attends que la série suivante, tu sois down 3-1 pour essayer de faire rentrer Ohtani? Là? Mais c'est parce que l'affaire, c'est que Shohei Ohtani, ça fait tellement longtemps qu'il est lancé, il ne sera pas en forme de série. Là. Ben non, mais je veux bien croire que c'est un excellent lanceur quand il est en santé, mais il sera pas. Il n'a pas fait un lancer depuis le début de la saison. Puis même pas de lancer, même pour épingler un coureur sur les buts au champ. Là. Fait que est-ce que ça va être une situation en extrême urgence de voir est-ce que Shohei Ohtani va être capable de s'amener? Mais je demande à être convaincu. Pour vrai, je sais pas. Mais Dave Roberts au moins soulevé l'option, mais je vais le croire, mais je le vois quand je vais voir Shohei Ohtani sortir de l'enclos. Peut-être, je pense que ça va être plus en enclos de releveur, peut-être pour une manche, si l'occasion se présente, puis qu'on en a vraiment besoin. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir pour les séries éliminatoires parce qu'on sait les Dodgers. Si Ohtani, Mookie Betts et Freddie Freeman ne produisent pas, c'est terminé. Là. C'est terminé. À quel point tu as besoin de joueurs vedettes là, pour essayer de gagner? Là? Puis même Freddie Freeman, je pense, oui, c'est quand même monsieur Constance, malgré le fait qu'il soit avancé en âge de ce côté-là. Mais je pense pas que... on peut dire que son prime est vraisemblablement terminé. Fait que si Ohtani et Mookie Betts, ça ne marche pas, je pense que ça peut virer assez mauvais du côté de Los Angeles, mais sait-on jamais. L'Ouest de l'américaine est tellement compétitive, puis je pense beaucoup plus compétitive que les gens veulent donner crédit parce que les Dodgers dominent cette division-là depuis tellement d'années. Il faut rappeler que les Diamondbacks d'Arizona et les Padres de San Diego ont la meilleure fiche du baseball majeur depuis le retour du match des étoiles. Ouais. Bonne chance de sortir de ça et d'essayer d'avoir du succès en série de ce côté-là. Ben, nous, somme toute, bonne chance pour les Dodgers parce que ça va être difficile rendu en automne là, parce que clairement... En tout cas, moi, personnellement, je pense pas qu'on verra Ohtani sur le monticule. Moi non plus, mais c'est demandé aux Dodgers de gagner une série mondiale dans une saison 162 matchs. Challenge level, impossible. Impossible. Mais c'est pas la seule nouvelle sur les lanceurs qui fait un peu jaser cette semaine parce que Félix, ton gars, ton homme de confiance, Garrett Cole, il a reçu de la marde en maudit. Oui, Garrett Cole qui, cette semaine, en fin de semaine, a fait parler de lui parce que Garrett Cole était en feu depuis quelques départs, mais ce qu'il faut savoir, Pop est particulièrement au courant de cette information-là. S'il y a une personne dans toute la MLB que Garrett Cole n'est pas capable de gérer, n'est pas capable de retirer, c'est Rafael Devers, le frappeur des Red Sox de Boston. Il détruit complètement Garrett Cole à chaque fois. Et là, cette semaine, en fait, c'est samedi, Garrett Cole a essayé une nouvelle stratégie pour essayer de se débarrasser de sa bête noire. Il a dit, tu sais quoi? Ça allait super bien pour Garrett Cole dans ce match-là. Il s'est dit, tu sais quoi, mais je ne lance pas Rafael Devers dans ce match-là. Il est arrivé en 4e manche, il a fait, gars, prends le premier but. Je ne veux pas t'affronter. Va juste chercher le premier but. Laisse-moi tranquille. Et ça a été la débandade totale pour Garrett Cole après ça. Il s'est mis à accorder coup sûr après coup sûr, point après point. Ça a fait en sorte qu'il a connu un départ exécrable dans l'ensemble. Ça a été vraiment épouvantable. Et là, évidemment, il s'est fait critiquer de partout parce que ça a été le wow, Garrett Cole qui est meilleur lanceur de la ligue, qui n'ose pas affronter Devers et tout, qui allait pas bien à ce moment-là. Là, tu as eu là, tu as certaines personnes qui ont fait ouais, ça fait des années qu'on dit à Garrett Cole de ne pas affronter Rafael Devers. Ça fait des années et là, finalement, il essaie quelque chose, ça ne fonctionne pas. Parce que tu sais quoi, des fois, le baseball, c'est ça. Des fois, le baseball, le processus a beau être excellent, tu as beau te dire, ah, tu sais quoi, gars, ça va super bien mes affaires, je ne vais pas risquer d'affronter Devers. L'affaire, par contre, je trouve que le timing pour le faire était particulier, dans le sens où ça allait tellement bien pour Garrett Cole dans ce match-là, et là, décider de donner ce but sur balle intentionnel-là à Devers, ça a dû dire...
dans la tête des joueurs des Red Sox, ça a dû faire « Oh mon Dieu, OK, on est dans sa tête, puis on est capable d'aller le chercher avec ça. » Puis là, ça s'est mis à rentrer après. Peut-être que Cole, c'est à ce moment-là, il a peut-être hésité. C'est peut-être mieux le chercher, puis ça a joué dans sa tête, puis ça n'en prend pas beaucoup. La MLB, on le sait, c'est tellement une grande partie mentale dans ce jeu-là. Le timing a fait réagir et tout, puis s'il y a une critique à faire, je pense que c'est à ce niveau-là. Mais je pense que dans l'ensemble, Garrett Cole a pris la bonne décision. Le résultat n'a pas été bon, mais le processus derrière cette décision-là, selon moi, est meilleur que certaines personnes affirment en ce moment. Ben oui, mais tu sais, je ne vais pas blâmer Garrett Cole pour ça. C'est sûr que le résultat en tant que tel rend ça vraiment, le résultat vraiment pire que ça aurait dû l'être. Mais tu sais, c'est pas juste Rafael Devers qui own Garrett Cole, c'est les Red Sox au grand complet qui own Garrett Cole. Ouais, mais surtout Devers. Surtout lui. Ceux qui se demandent c'est quoi les statistiques de Rafael Devers contre Garrett Cole. Je ne veux pas les entendre. Ah, ben je l'ai devant moi, ça me ferait très plaisir de te le dire. En 40 présences au bâton pour Rafael Devers contre Garrett Cole en carrière, 14 coups sûrs, 8 circuits, 20 points produits, moyenne de 350, 435, un slugging de 975. Un slugging, pas le OPS, le slugging, 975 et un OPS de 14-10 pour Rafael Devers contre Garrett Cole. Mais je vais être très sérieux. C'est monstrueux les chiffres que tu viens de me donner là. Non. Je pensais que c'était quand même. Je pensais que c'était pire. Je pensais que c'était meilleur que ça. Je pensais que dans ma tête, là, quand Devers affronte Cole, il frappe pour 1000. Il y aurait eu 40. Je pense qu'il y aurait eu 41 circuits en 40 présences au bâton. Dans ma tête, c'est à ce point-là qu'il domine à chaque fois qu'il se présente. Ça n'a aucun sens. Puis, demandez-nous pas comment c'est possible, mais... Non, Devers, il domine tellement Garrett Cole, il serait capable de taper 41 circuits en 40 présences au bâton contre lui. Il serait vraiment capable de faire ça. Puis, il y a quelques années, c'est drôle parce que Cole parlait aux médias de Boston. Le contexte m'échappe un peu. Il parlait aux médias de Boston, puis il avait dit, presque en joke, aux reporters de Boston, est-ce que vous savez comment le retirer, ce gars-là? Parce que moi, j'ai aucune idée. Puis, c'est à se demander s'il niaisait vraiment. Peut-être qu'il espérait vraiment avoir un conseil des journalistes là-bas, mais clairement, des fois au baseball, tu as un gars qui a ton numéro et tout, puis c'est aussi simple que ça. Là. Un mauvais joueur est capable des fois de frapper un bon lanceur. Puis Devers est un excellent joueur qui peut en frapper plusieurs, mais Garrett Cole, là, il l'a dans sa petite poche arrière, puis il sait exactement quoi faire pour battre Garrett Cole. À ce temps, la vraie question, qui est le plus dangereux? Rafael Devers contre Garrett Cole ou Nick Castellanos quand le 11 septembre arrive au calendrier? Wow. Parce que oui, mesdames, messieurs, Nick Castellanos ont encore frappé un circuit le 11 septembre juste pour étirer la joke encore le plus possible. Oh my God. Anyways. Félix, j'ai une question très importante pour toi parce que là, il semble qu'à chaque saison, tu pars sur une campagne de propagande à gauche et à droite, tout ça. Là, j'ai besoin de savoir, OK? Là, c'est quoi ton affaire de campagne de propagande pour la saison que connaît Brent Rooker? Écoute, c'est la propagande de Pop, ça. Oui, ça, c'est sur une propagande de Brent Rooker. C'est ma propagande de Brent Parce que Rooker. je laissais Pop faire sa propagande. Parce que Pop est bon pour faire de la propagande. Mais c'est parce que c'est ça l'affaire. Oui, je vois, il y a des bonnes stats. Il est top 5 pour le nombre de coups de circuit, pour les points produits. Il est top 10 pour l'OPS, tout ça. Mais il joue chez les Aces d'Oakland. Oui. Justement. C'est ça l'affaire. Okay, parce que c'est le seul. Non, ben... Oui, c'est peut-être juste le seul, mais je vais donner un peu de fleurs à Lawrence Butler qui connaît une sacrée séquence depuis quelques semaines, en fait, depuis le retour du match des étoiles. Mais Brent Rooker est en train de s'installer comme l'un des frappeurs de puissance les plus dangereux du baseball majeur. Et pas juste de puissance, de contact aussi. Et ceux qui suivent le baseball un peu plus savent que je ne vous ferai pas un dessin pour dire que avoir des stats offensives dans le stade des Aces d'Oakland, c'est pas une tâche des plus faciles. Tu sais, c'est pas comme frapper un circuit au champ droit au Yankee Stadium, mettons. Oh! Wow! Mais cette semaine, j'étais arrivé sur j'ai vu passer un nouveau concept que j'avais jamais entendu parler, puis ce qu'on appelle un peu les campagnes dites Hall of Fame, un peu. Tu sais, pour un frappeur, qu'est-ce qui pourrait être considéré comme une saison digne de Hall of Fame? Puis il y a quelqu'un qui a répondu à la question pour dire, moi, je dirais qu'une saison pour un Hall of Fame,
c'est une moyenne de 300 ou plus, avec 30 circuits et 100 points produits. J'en fais, hey, OK, ça a l'air legit comme vraiment comme explication. Et là, silencieusement, sans que personne s'en rende vraiment compte, Brent Rooker est en train d'accomplir les 3 objectifs pour être considéré comme une campagne de Hall of Fame. Et ça, il y en a juste 3 dans les majeurs qui ont ça. Brent Rooker, Bobby Witt Jr. et sans surprise, Aaron Judge. Puis c'est ça, tu sais, on parle de Brent Rooker, puis c'est à la limite, si tu regardes les trois chiffres que tu viens de me nommer, là, 30 circuits pour Brent Rooker, ça va, c'est bon. C'est pas extrêmement surprenant, mais c'est quand même un peu au-dessus de ce à quoi on s'attendait. 100 points produits avec ce qui est avec lui à Oakland, c'est extrêmement impressionnant. Mais frapper pour 300, Brent Rooker, ça, je sais pas qui avait prédit que Brent Rooker allait frapper pour 300 cette année. Je vais regarder vite là, parce que tu m'amènes sur le sujet, là, mais dans les dernières années, là, Brent Rooker ne frappait pas pour 300. C'est pas le genre de gars qui frappe pour 300. Ces dernières années, je les ai devant moi ici. L'an passé, qui était son autre vraiment année complète, frappait pour 2,46. Cette année, frappe pour 301. C'est une énorme amélioration. Puis oui, la moyenne au bâton en 2024 et tout. Certains vont parler de... Mais ça reste que c'est une énorme amélioration pour un gars qui, tu l'as dit, Pop, dans un stade où c'est tellement difficile de frapper, surtout la longue balle et tout, mais même de frapper des coups sûrs et tout. Bravo à Brent Rooker, qui est vraiment l'un des meilleurs frappeurs désignés. Tu l'as dit, peut-être un des frappeurs les plus redoutables du sport complètement en ce moment. Là. Puis, ça m'amène à la question suivante. Les Aces d'Oakland jouent 5 matchs au-dessus de 500 avant le match d'aujourd'hui, depuis le retour du match des étoiles. Seraient 2e dans leur division derrière les Astros de Houston. Est-ce qu'on est en train de voir peut-être les Aces d'Oakland l'année prochaine pour se dire « Hey, on peut peut-être prendre un step supplémentaire et aller plus loin » ou on prend Brent Rooker et on se dit « C'est quoi? On va continuer notre rebuild, on va leur vendre à une équipe. » Et c'est là que je suis en train de me dire « Est-ce qu'on peut y arriver? » Mais Mio, je vais répondre à ta vraie question. Ma campagne de propagande, oui, c'est Brent Rooker, mais ma vraie campagne de propagande, c'est le MVP pour Bobby Witt Jr. Ouais, ça va. Parce que moi, je crois que Bobby Witt Jr. devrait gagner le MVP dans l'américaine. Ouais. On parle quand même aussi des Royals qui sont 2e dans la centrale en ce moment. Puis qui s'enlignent pour gagner peut-être 20 matchs de plus que l'année dernière. Et pas juste ça. J'ai nommé aussi Bobby Witt Jr. Dans le club de saison Hall of Fame, le 330 circuits et 100 points produits. Et j'ai envie d'ajouter une statistique de plus pour se rendre compte d'une saison encore plus Hall of Fame. Je vais rajouter 30 buts volés. En ce moment, Bobby Witt Jr. est à 28 buts volés. Pourrait peut-être l'avoir d'ici la fin de la saison. Et je vais vous demander combien de gars, pensez-vous, ont réussi à faire une moyenne de 300, 30 circuits, 100 points produits et 30 buts volés? La liste n'est vraiment pas énorme, je vous le confirme tout de suite. Bon. Barry Bonds? Barry Bonds l'a fait 3 fois Ouais. dans les années 90, mais c'est parce que aussi ce que je veux rajouter, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gars d'avant-champ qui l'ont fait. Oui. Les gars, parce que la liste, il y a quand même une bonne liste, mais c'est beaucoup des voltigeurs. Ouais. Parce que les gars, surtout des deuxièmes buts des arrêts courts, historiquement, ça fait pas ça. Fait que je dirais quoi, 8? En fait, je vais vous dire, là, les 4 seuls gars d'avant-champ qui ont réussi ces quatre critères-là. Ernie Banks, c'est-tu là? Ernie Banks, c'est même pas là. OK. David Wright, Alfonso Soriano, Jeff Bagwell puis Alex Rodriguez. Oh! Alex Rodriguez, dans le temps qu'il jouait pour les Mariners de Seattle. Donc, le seul arrêt court qui a réussi 30 circuits, 100 points produits, 30 buts volés, puis une moyenne de 300, c'est Alex Rodriguez. Dans l'histoire de la MLB, c'est le seul joueur d'arrêt court qui a réussi à faire ça. Ah, Philippe. La bonne nouvelle, c'est que si Bobby Witt réussit, il devient instantanément mon joueur d'arrêt court préféré à avoir jamais fait ça dans l'histoire de la MLB. Mais c'est parce que aussi, ce que je veux vous dire, puis je vais terminer là-dessus, c'est que les joueurs d'avant-champ, t'as 4 gars qui ont réussi à faire tout ça. T'en as un qui a joué au premier but parce que je comptais les infielders, les gars au premier et troisième but. Puis les trois autres, t'en as 2 qui sont dans l'ère des stéroïdes, Alex Rodriguez et Alfonso Soriano, qui l'avaient fait en 2002 et 98.
Et le dernier à avoir fait ça, c'est David Wright qui avait fait ça en 2006. On peut-tu parler de David Wright en passant? Quelle saison sans stéroïdes, sans rien? Good job, David Wright, d'avoir fait ça. C'est fou. En là. 2007, quand les stéroïdes ont vraiment commencé à être réglementés et surveillés, ce gars-là a réussi à faire ça. Et là, tu me dis que Bobby Witt Jr. pourrait faire ça. En plus de jouer de l'excellente défensive, je m'excuse, Félix, mais Aaron Judge, là, ça ne sera pas MVP. Aaron Judge va gagner le MVP tellement facilement. Aaron Judge va être plus proche d'être unanime que Bobby Witt va avoir de vote de première place. Parce qu'il joue pour le bon uniforme. C'est ça l'affaire. C'est ça. Parce qu'il va taper Non. Il y a un biais pour les gros marchés de côte Est. Le biais, c'est que c'est le meilleur frappeur des majeurs. Oui, mais c'est pas le joueur le plus complet des majeurs. Ouais, mais c'est quand même... En tout cas, on peut faire un long débat là-dessus, là, mais Aaron Judge va être MVP assez facilement. Correct. Right. C'était ma campagne de propagande. Mais attends un peu. Dernier point, puis après ça, Mio, je te laisse changer de sujet. Là. Bobby Witt le gagnerait facilement s'il était dans le national. Je suis d'accord avec toi que Bobby Witt est le deuxième meilleur joueur des majeurs, mais malheureusement, il n'est pas dans le bon. OK, j'en ai une. Bobby Witt est sur les Yankees avec Aaron Judge. Aaron Judge le gagne. Non, Aaron Judge le gagne. Je pense que oui. Je pense que oui, vu que c'est le capitaine. Le capitaine. Ah, c'est ça. C'est toujours l'argument. Mais t'imagines-tu, Bobby Witt, les stats offensives qu'il y aurait dans un stade de Mickey Mouse comme celui au Yankee Stadium? Il y aurait plus de circuits, mais il y aurait beaucoup moins de doubles, par exemple. Puis on sait que Bobby Witt est tellement... ce serait différent. Ce serait un profil offensif qui serait différent, selon moi. Tout s'équilibre au final. Hey, les gars, on a eu droit à du hockey, pas exactement de la Ligue nationale de hockey, mais on a eu droit à du hockey des Canadiens de Montréal au Centre Bell en fin de semaine dans le cadre du camp des recrues. On a notre banque d'espoir. Pas mal l'étendue complet des joueurs qu'on s'attend à voir dans les années prochaines, ce qui exclut Ivan Demidov qui, lui, commence sa saison du côté de la Russie. Vous en avez pensé quoi à date de ces joueurs-là? Ce que je retiens principalement, moi, c'est, encore une fois, Lane Hutson génère beaucoup d'enthousiasme. Puis à chaque fois qu'il avait la rondelle, c'était des ouh et des ah. Ouais. Puis je vais te dire honnêtement, Mio, moi, j'ai écouté aucune seconde de ces matchs-là. Mais j'ai vu des séquences passer sur Twitter et c'était absolument délectable. J'ai tellement hâte. Moi, c'est... Tu sais, on chienne beaucoup Lane Hutson sur son physique, puis ça va pas se transposer dans la Ligue nationale. Ça se transposera pas chez les clairement pas, là. Mais tu sais, ça reste un camp des recrues. Oui, c'est le fun. Ça fait des clics, ça fait de l'engagement sur les médias sociaux. Mais tu sais, ça reste un camp des recrues. On peut prendre son pouls 2 secondes. Il faut vraiment en prendre et en laisser et tout. Mais tu sais, Mio, tu l'as dit, Lane Hutson touche à la rondelle. Puis tu sais, je me souviens quand Cole Caulfield est arrivé, c'était il y avait la même frénésie au Centre Bell, dans le sens où dès que Cole Caulfield avait la rondelle sur son bâton, tu le sentais dans le Centre Bell qu'il y avait comme quelque chose. Tu le sentais qu'il y avait une énergie qui était différente. Tu le sentais qu'il y avait comme une anticipation de quelque chose. Ben, pour un match de camp des recrues, qui d'ailleurs, en passant, il n'y a aucun autre endroit dans le monde, qui pour un match de camp des recrues, mi-septembre, un match dont l'enjeu ne peut pas être plus insignifiant, on peut remplir un aréna de 20 000 personnes sans aucun problème un samedi puis un dimanche après-midi. Il n'y a aucun autre endroit dans le monde. Ça, je veux juste dire ça. Mais tu regardes ça, tu te dis, Lane Hutson, il faut en prendre et en laisser, mais puis j'écrivais l'après-match pour ça, pour DLC samedi, puis le seul titre que j'ai trouvé pour ce match-là, pour décrire ce match-là, c'est quand Lane Hutson a l'air d'un homme parmi des enfants. Lane Hutson n'avait pas d'affaire à jouer dans ces matchs-là. Pas parce qu'il n'avait pas le niveau, au contraire, parce qu'il était vraiment trop bon pour le calibre de... Hey, sérieusement, quand Lane Hutson se ramasse à jouer contre les pauvres gars d'université qui essayent juste de peut-être essayer d'avoir une petite chance d'être invité au vrai camp, là, c'est pas illégal pis tout, puis il était tellement meilleur que tout le monde sur la glace, puis c'est Arpin Basu, je pense qu'il disait ça cette semaine, il dit, ceux qui n'ont jamais vu Barry Sanders jouer au football, regardez Lane Hutson jouer au hockey, ça ressemble pas mal à ça. Ah, c'est intéressant comme observation. Il danse sur la glace, Lane Hutson, puis c'est assez impressionnant de voir ça, puis on l'a vu évidemment dans l'NCAA avec Boston University. Ce gars-là est un magicien sur la glace, puis encore là, c'est pas parce que il a le style de même qu'il va nécessairement connaître du succès.
mais est-ce que tu peux vraiment blâmer un fan du Canadien en ce moment de voir Lane Hutson jouer puis de se dire, tu sais quoi, peut-être qu'on a quelque chose. Parce que ce gars-là a l'air de... Le talent lui sort par les oreilles, puis c'est très difficile de ne pas être enthousiaste quand tu vois Lane Hutson faire ça. Oui, c'est un camp des recrues, mais il y a quelque chose. Tu sens qu'il y a une petite aura autour de lui qui... C'est difficile de ne pas croire. Il y avait cette aura dans les 2 matchs qui ont joué contre les Red Wings en fin de saison. Oui, aussi. Mais je me dis que pour Lane Hutson, il en reste beaucoup encore à prouver pour qu'il devienne le défenseur. Mais moi, je regarde ce que Quinn Hughes, la progression qu'il a eue dans les dernières années. J'étais le premier à taper sur le clou de Quinn Hughes pour dire que ce gars-là est incapable de jouer défensivement. L'année de la division canadienne, il était tellement mauvais défensivement. J'ai tellement ri de Quinn Hughes. C'était tous les matchs canadiens et Canucks. C'était même pas drôle comment les Canucks se faisaient laver. Je pense qu'il était moins 4 à chaque game, Quinn Hughes. Ça avait aucun sens. Un match que Tyler Toffoli, il se gâtait. Tyler Toffoli sortait de là avec au moins un tour de chapeau à chaque fois qu'il jouait contre Vancouver. C'était merveilleux. Puis tu regardes aujourd'hui, est-ce que Quinn Hughes est un gars qui est rendu shutdown defenseman efficace comme, mettons, un Chris Tanev? Non. Mais il a tellement rééquilibré son jeu qu'il s'est propulsé dans le top 3 des meilleurs défenseurs de la Ligue. Est-ce que si Lane Hutson pour avoir juste un peu cette progression-là, maudit qu'on va l'aimer. Puis il va être bien entouré parce que tu as un gars comme David Reinberg autour de lui, tu as Kaden Goulet, on a vu Logan Mailloux jouer qui n'était pas exactement mauvais, tu as des David Savard. Si Lane Hutson joue à Montréal cette année, il faut qu'il joue avec David Savard. C'est littéralement écrit dans le ciel que ces gars-là sont faits pour jouer ensemble. C'est écrit dans le ciel. Puis si tu es capable, parce que tu l'as dit, il ne va jamais être un gars qui va éteindre l'attaque adverse, là, mais si tu es capable de le mettre avec un gars qui peut au moins être un excellent défenseur défensif, puis laisser Hutson jouer offensivement, laisser parler son jeu offensif. On l'a vu pendant le camp des recrues, jouer avec Logan Mailloux, qui n'est pas exactement un excellent défenseur défensif. Mais même ça fait de la job. Puis quand des recrues, je suis conscient, on va faire attention. Il ne jouait pas exactement contre Prime Nathan McKinnon. Mais tu sais, tu vois quand même qu'il est capable. C'est pas parce qu'il est plus petit qu'il va être incapable de défendre. Il ne sera jamais un Chris Tanev. Il ne sera jamais Chris Tanev. Il ne sera jamais David Savard non plus. Là. Mais il ne sera pas mauvais. Selon moi, il va être capable de tenir son bout dans la LNH. Mettons que son coup de patin latéral à la ligne bleue, il va compenser. C'est malade. C'est malade. Ça va être comme son petit jeu auquel on va l'associer. Ouais, c'est. Je me souviens parce qu'il faisait quand il est arrivé dans la LNH l'an passé, puis il l'a vu, il dansait sur la ligne bleue tout le temps. Tu te dis, OK, il fera pas ça dans ses 2 petits matchs d'essai dans la LNH en fin de saison. Ben oui. Puis David Perron, il doit encore en faire des cauchemars de ce qui est arrivé quand Lane Hutson a joué contre les Red Wings en fin de saison. Là, il n'a pas froid aux yeux. Puis je pense qu'il va y avoir des moments où ça va peut-être coûter des buts. Ça va faire mal aux Canadiens, mais le potentiel est tellement là. C'est tellement difficile de ne pas dire faut que tu vives avec les erreurs de ce gars-là. Parce qu'il y a le talent qui est là quand même. Moi, je fais juste dire que si tu demandais à 100 partisans du Canadien de Montréal, est-ce que vous reprendriez Prime Piquet Subban avec le Canadien? Je pense que au moins 90 personnes diraient oui. Fait que je ne verrais pas pourquoi on chiennerait Lane Hutson sur le fait qu'il pourrait coûter des buts juste parce qu'il a essayé un jeu de trop ou whatever. Je m'ennuie vraiment de Prime Piquet Subban. Autant que je pense à un match en particulier contre l'Avalanche au Colorado, là, où je virais fou pour un revirement en fin de 3e. Là. Mais à part de ça, je donnerais beaucoup de choses. On peut-tu ramener le triple low 5 entre Lane Hutson et Jacob Fowler dans le futur? On peut se dire si ces gars-là feraient un triple low 5 comme dans le temps? Oh, quand Piquet Subban et Carey Price l'ont fait la cérémonie, c'est quoi, l'année passée ou il y a 2 ans? Ouais, ben quand Piquet Subban s'est fait commémorer. Là. Ouais. Lane Hutson et Jacob Fowler vont repartir ça à Montréal. Non, mais en même temps, c'était juste Jeff Molson est mis Jeff Molson. C'était juste un gros fuck you à l'établissement qui était en place durant ces années-là. Je pense que tu as une cohorte un peu plus cool des Canadiens qui s'en vient. Là. Ça va définitivement être le fun à voir avec Lane Hutson un peu en tête de toute cette cohorte d'espoir qui s'en vient. Avec Ivan Demidov qui, les gars, vite là, commencé sa saison en KHL. Et puis là, a marqué son premier but durant sa petite campagne. Fait que de l'espoir de ce côté-là, au moins, voir qu'il est capable au moins de performer, somme toute, chez les hommes. Mais ouais, qu'est-ce que vous en pensez avec ça, les gars?
Il peut performer chez les hommes s'il peut jouer plus que 10 minutes par game. Ben, c'est ça l'affaire. Ouais. Il y a le temps de jeu. C'est la question du temps de C'est jeu la qui grosse affaire. va toujours revenir avec la KHL des jeunes là-bas. Ouais. Puis surtout le SKA, on l'a vu l'an passé avec Roman Rothenberg qui s'est pas exactement fait beaucoup d'amis à Philadelphie. Il faisait presque pas jouer Matvei Michkov qui finalement l'a prêté dans une autre équipe. Et là, avant qu'on me le demande, non, Ivan Demidov ne peut pas être prêté à une autre équipe de la KHL parce que c'est sa dernière année de contrat et tu ne peux pas prêter légalement, en tout cas, un joueur à une autre équipe de la KHL s'il est en fin de contrat, sa dernière année de contrat. Donc, pour Ivan Demidov, pour Ivan Demidov, c'est la KHL ou c'est la VHL. Je pense que ça fait VHL, MHL. Je pense que MHL, c'est la VHL, c'est comme la Ligue américaine. C'est ça. Puis MHL, c'est le junior. Donc, pour Ivan Demidov, c'est le SK dans la KHL ou aller jouer dans la VHL avec le club école du SK. Là, je ne sais pas c'est lequel exactement. Ou peut-être que le Canadien pourrait éventuellement racheter le contrat, mais je pense pas que ça va se faire. On va le laisser en Russie cette année. Je crois pas. Est-ce qu'on peut se faire un message collectif pour dire laissons cette année-là jouer en Russie? C'est ça. Ça va être ça. L'année prochaine, puis là, on aura ça va être ça, mais moi, ce serait le fun, mais peut-être, sérieux, je donne 3% de chance que ça arrive d'ici la fin de l'année. Je trouve que 3, c'est peut-être optimiste. Je crois pas que ça va arriver. 3% parce que je veux pas fermer la porte. Mais c'est. Pas en pleine saison. Mais il faudrait que ça arrive vite. Mais peut-être que, si mettons, au mois de décembre, parce que le SK va le perdre pour rien dans un an. Peut-être que tu dis, gars, tu sais quoi, on n'a plus de place pour lui, puis il débarrasse dans un an. Fais juste débarrasser, puis on va toucher de l'argent pour. Peut-être qu'il y pense à ce moment-là, mais je pense pas que ça va arriver. Je vois pas ça arriver. Il y a plus de chances que Félix devienne un Ucamien que Ivan Demidov. Mais il y a aussi une chance que ça arrive, mais ça, c'est une histoire pour un autre jour, Mio. Somme toute, les gars, c'est l'heure. On est rendu à cette portion de l'émission que nous aimons tous, le perron d'église. Je vous rappelle, à chaque semaine, on vous pose une question sur les réseaux sociaux. Participez au perron d'église, vous avez une question, une interrogation, un take à nous partager. On va lire, on va en débattre avec vous et on va en discuter. Cette semaine, la question sur Facebook qui nous provient de Producer Oli qui demande c'est comment ça se donne en 3 temps, c'est ça l'affaire. Donc, en un temps, il y a le Canadien qui annonce cette nouvelle comme quoi il y a un changement de personnel qui arrive là, dans l'équipe. Ensuite, il y a Eric Engels qui reprend la nouvelle et qui dit il y a quelques changements. Il y a quelques changements qui vont arriver là-dessus. Puis, on mentionne aussi Roger Grillo qui arrive en tant que consultant au personnel d'entraîneur. Puis, il y a Producer Ali qui demande pouvez-vous m'expliquer ça comme si j'avais 5 ans? Ben écoute, j'aimerais ça qu'on vienne dans le groupe. Il y avait une super bonne explication. Puis j'ai un blanc sur la personne qui l'a. Moi, je sais Charlotte Gabouch qui travaille. Oui, c'est ça. Gabriel qui travaille pour l'antichambre à RDS, qui est un employé RDS. Il nous avait expliqué ça avec une sorte d'analogie de prof d'édu que t'aimes, mais qui est rendu à sa semi-retraite, qui est genre hey, voudrais-tu venir travailler avec nous autres? Puis tout le monde dit oui, puis tout le monde capote. C'est à peu près ça. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est que c'est une super bonne explication sur le groupe Les Super Fans des Tigers de Guangdong. Vous pouvez lire ça en détail. Mais bref, je vais aussi m'essayer d'expliquer ça. Mais je vais peut-être surestimer les capacités d'un enfant de 5 ans. Dans le fond, je vais peut-être l'expliquer comme si tu avais 14-15 ans. Mais bref, dans le fond... C'est-à-dire l'âge de Félix. C'est ça, qui est à peu près mon âge. Roger Grillo, qui travaille pour le programme de développement américain, travaille pour le hockey États-Unis, et qui travaille très fort avec ces gars-là depuis des années. Donc, pour le Canadien, c'est pas la première fois qu'on va piger dans ce département-là. Des gars comme Cole Caulfield et Lane Hudson, évidemment, qui viennent de là. Chez le Canadien, on savait que le départ de Lex Burrows, on cherchait peut-être pas nécessairement un entraîneur temps plein pour le remplacer, mais on n'écartait pas peut-être un consultant pour remplacer Burrows, entre guillemets. Et finalement, c'est Roger Grillo qui vient faire ça. Grillo, concrètement, sa job ne sera pas d'être là à tous les jours, d'être là dans les opérations au jour le jour de l'équipe. Va être là surtout à titre de consultant comme entraîneur et tout. Donc, va aider un peu Martin Saint-Louis dans son travail et peut-être l'aider dans sa... Tu sais, Grillo connaît tellement bien les jeunes qui viennent de ce programme de développement-là.
peut-être l'aider à entrer en contact avec ces gars-là, puis à favoriser leur développement et tout, parce que ce programme-là, on en a parlé pendant l'été quand on a fait notre émission Perron d'Église, le programme de développement américain développe tellement de talent année après année. Puis peut-être qu'on veut juste piger au sein d'une recette qui a déjà fonctionné. On sait que cet état-major-là, avec Kent Hughes, Jeff Gorton et tout ça, pige beaucoup, surtout dans le coin de la région de Boston, mais on n'a vraiment pas peur d'aller piger dans la NCAA et tout, aller chercher des espoirs qui viennent de là. C'est une pépinière un peu qu'on utilise. Puis je pense qu'aller chercher un responsable du programme de développement, je pense que c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour cette équipe-là. Un gars qui connaît bien justement ces jeunes-là qui sortent de là, connaît un peu la réalité dans laquelle ils ont grandi, peut-être favoriser un canal de communication pour les aider à s'adapter au niveau professionnel. Je pense que dans l'ensemble, c'est pas une vilaine embauche considérant le passé de Roger Grillo qui, d'ailleurs, on l'a vu au Centre Bell au camp des recrues en fin de semaine, était déjà là à regarder un peu ce qui se passait sur la glace. Donc, va probablement aider un peu Martin Saint-Louis, un peu comme Vincent Le Cavalier le fait avec Kent Hughes, qui fait plus des missions précises. Kent Hughes donne, mettons, une liste de 10-12 gars, puis il dit « Regarde-moi ces gars-là, dis-moi ce que tu penses de ces gars-là. » Je pense que Grillo va peut-être plus faire quelque chose dans ce genre-là. Peut-être un gars qui va pas bien, par exemple. On envoie des vidéos à ce gars-là. Tu dis « Qu'est-ce que tu remarques? Comment on pourrait aider ce gars-là à s'améliorer? » Puis fait une liste de points. Puis juste des fois, d'avoir plus qu'une tête sur un projet. Des fois, c'est d'avoir cette divergence d'opinion-là ou d'avoir plusieurs avis en même temps, sans que ce soit nécessairement une divergence, là. Mais d'avoir plusieurs personnes autour de la table pour se concentrer sur un même cas, ça peut aider. Puis je pense que d'avoir un gars comme Roger Grillo qui, sans être là à tous les jours pour être une voix de trop, va quand même être une voix qui va participer et s'impliquer dans le processus pour améliorer ce groupe d'entraîneurs-là, qui est un jeune groupe d'entraîneurs aussi. Puis, tu sais, surtout que, tu sais, j'aime la comparaison avec Vincent Le Cavalier. C'est un peu la même vibe que j'avais de ce côté-là. Mais, tu sais, le programme national a tellement développé. Puis, tu sais, ça fait pas juste arrêter, ça continue de monter en puissance. Ouais. Puis, j'ai hâte de voir un peu aussi ce qui va arriver sur le scouting un peu le département de repêchage, de dépistage du côté des États-Unis pour ça. J'ai encore en tête juste la cohorte de 2019, Cole Caulfield, Trevor Zegras, Jack Hughes. J'en oublie. Qui est la meilleure qui est jamais sortie de là. Matt Boldy, Spencer Knight, Cam York. Cam York là-dessus. C'était le fond, c'est le top 20 au complet. C'était quasiment le top 20 au complet. ça pourrait être quelque chose de même. Puis, je pense que ça ne sera pas l'embauche tape à l'œil non plus, mais ça peut être quelque chose qui peut être super intéressant pour le Canadien de Montréal. Mais écoute, je pense que comme on dit, Félix, Montréal est la seule place au Québec où on peut vendre 20 000 personnes dans un match de recrues en plein milieu du mois de septembre. Je pense qu'il y a peut-être juste à Montréal qu'on peut s'exciter de même pour un gars qui arrive de la NCAA pour un job de semi-retraité comme conseiller. Je pense qu'il y a juste à Montréal que ça peut parler de ça avec autant de passion de ce côté-là. On a pris la peine de vous partager quelques bonnes petites nouvelles cette semaine. Bonnes, je ne parle pas littéralement bonnes, mais intéressantes à jaser. Notamment comme quoi, Max Pacioretty s'enlignerait vers un essai professionnel avec les Maple Leafs de Toronto. Et puis là, en commentaire, il y a Michael Payette, donc ami très proche aussi, qui répond « Moi, je lui donne 3 matchs, puis il va aller rejoindre Kirby Dach avec une blessure au tendon. » Ce qui... C'est qui, d'une part, a un fond de vérité, puis de deux, c'est chiant en tabarnak. C'est chiant pour Kirby Dach, là. Moi, je veux... Moi, c'est peut-être mon cœur qui embarque un peu, mais s'il vous plaît, y a-tu quelqu'un sur cette terre qu'on peut faire une prière pour que Kirby Dach joue plus que 2 games cette saison? Qu'il rejoue 82. J'aimerais ça qu'il rejoue 82. Pour une fois, je vois Kirby Dach 82 matchs pendant un an. 82 matchs. Mais je sais pas qu'est-ce qui va être pire. Voir Max Pacioretty ou Thomas Plekanec dans l'uniforme des Maple Leafs, je sais pas qu'est-ce qui est pire. Pacioretty a tellement fait d'autres équipes que je pense qu'on est juste habitué de le voir ailleurs maintenant. C'est pas un curse que, mettons, Thomas Plekanec qui a fait littéralement un petit séjour à Toronto. Il a joué quoi? 14 matchs à Toronto, genre, Plekanec? Attends, je vais te dire ça. C'est pas moins que ça. Ça doit pas être vraiment plus que ça, là. Un gros match, une vingtaine. Il n'est pas resté longtemps. Il a fait une demi-saison. 17 matchs de saison régulière et 7 en séries éliminatoires. OK, 24. OK, quand même.
Ouais, mais Thomas Plekanec n'a jamais C'est été. pas énorme, là. C'est... Mais Thomas Plekanec n'a jamais été capitaine du Canadien de Montréal. Ben, il était capitaine officieux quand même. Là. C'était Ouais. gentleman. C'était pas loin d'être le capitaine. Ok, mais- C'était pas le gars de quatrième trio que tout le monde Ok, s'en non, fout. mais là. je veux juste rappeler ça, par contre, pour les gens à la maison. Thomas Plekanec, oui, a pas été longtemps à Toronto, puis il était extrêmement washed, mais en 7 matchs de séries éliminatoires avec les Maple Leafs, il a marqué 2 buts, puis il a obtenu 2 passes. Go, Je me souviens tellement pas de cette année-là, man. Go off. C'était quelle année, ça? 2017-2018, l'année de Max Domi. Non, Max ouais, Domi, c'est ouais. 2018-2019. Ah oui, non, fait que c'était Ah oui, c'est vrai, c'était l'année avant. Ouais, c'est ça, c'était l'année avant cet échange-là, c'est vrai. 2017-2018, ça, c'est la deuxième fois que Toronto se fait sortir par Boston. En Exact. Ça, c'est Exact. la 2018, ça. c'est pas l'année C'est où ça, t'as raison. c'est pas l'année où est-ce que Radulov est en feu, ça, où je mélange. Non, C'est fou, Radulov, c'est- c'était 2016-2017. C'est l'année C'est que ça. les Canadiens ont terminé Man, comme premier dans l'Est, puis se sont fait sortir en 5 matchs par les Rangers. Là. Man, tout ce qui est après 2014 puis avant 2020 canadien, c'est flou dans ma tête. C'est comme toutes des années qui étaient weird. T'avais des bonnes années, t'avais des... Ah non, 2017-2018, ça peut pas être une bonne année de Canadien parce qu'ils... Ben non, Ils ont manqué les échangent séries. les canettes, puis ils ont eu que de Kanyemi. Ouais, ok. Non, c'est c'était pas un grand l'année prix de que consolation, là. c'était genre l'année que genre Carey Price était même plus capable d'arrêter un ballon de plage. Là. C'était absolument dégueulasse. Ah ouais, ok, ouais, là, ça me... ça, c'était des drôles d'années, man. Ça, c'était des drôles Mais d'années. je fais juste dire que 2016-2017, c'est la dernière année que le Canadien de Montréal a fait les séries pour de vrai. Pas des Exact. affaires de bulles puis de division. Hey, 2021, ça compte dans mon cœur, ok? J'étais juste à dire. On a aussi été champion de l'Ouest. On a été champion de l'Ouest. Puis 2017, Justement, ça veut tout dire. On était champion de l'Ouest. Comment tu veux que ça compte? Puis 2017, ça fait encore plus chier parce que ce Canadien était supposé être parmi les meilleures équipes une fois en séries éliminatoires, mais ils se sont fait juste expose par Mika Zibanejad puis les Rangers. Puis il fallait que ce soit Mika Zibanejad qui a joué pour les Sénateurs. Tu sais, ces équipes des Sénateurs de 2012. Jean-Gabriel Pajot, Nord Ah, Ah. je déteste tellement Mika Zibanejad. Je vais avoir une photo de lui dans ma chambre avec un couteau dedans. Ça me faisait chier. Hey, sérieusement, de toutes les directions que Chola allait prendre, je pensais pas que ça allait être Mio qui part une session de rage contre Mika Zibanejad. C'était Ah, loin contre- dans ma puis- liste d'affaires. Puis attends un peu. Non, mais c'est parce que j'ai vraiment du beef avec Mika Zibanejad. Parce qu'en plus de ça, non seulement j'ai pour ces équipes-là, il y a l'affaire de son but qui a kické la porte. Oh non, 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 non. Oh, pas moi pour là-dessus. Pas moi pour là-dessus. Puis là, Mika Zibanejad est un marqueur d'un point par match avec les Rangers. Oui, mais c'est le plus. C'est probablement. J'ai-tu- Non, non, c'est probablement dans le top 3 des plus gros power play merchants de toute la Ligue nationale. Mais là. Pop, j'ai du beef avec Mika Zibanejad. Tu Je réalises sais. même pas, là. Je De, sais. de le Mio, voir, Mio, de le voir être un est-ce joueur que- de est-ce 100 que- points, ça m'enrage. Mio, est-ce que t'aimes plus les Steelers que tu détestes Mika Zibanejad ou c'est. Quelle est l'émotion la lèves le plus forte plus? en toi? Ton amour des Steelers ou ta haine de Mika Zibanejad? Ma haine pour Mika Zibanejad. Wow! Sans hésitation. Ah non, Sans je- hésitation. Les gars. Fait que dans le fond, si je comprends bien, Mika Zibanejad, c'est notre ennemi, dans le fond. C'est un up. C'est notre official up de la triple menace. Fait que j'ai hâte de l'écouter. N'importe qui de cette équipe des Sénateurs, comme je dis, de 2013 jusqu'à 2016, il n'y en a pas un que je vois, puis je suis comme, hey, pour vrai, j'ai vraiment aimé de voir jouer. C'était des équipes qui étaient nulles. Il y a Mais des, il y a hostie des qui chauffeurs de faisait Uber, il y a des chauffeurs de Uber aussi qui font dire qu'ils veulent pas avoir ces équipes-là. Ils veulent pas être avec ces Nice. équipes-là. Tough. Mais moi juste pour revenir à Thomas Plekanec, ce qui me fait le plus drôle, c'est que non seulement il est parti à Toronto, mais il est revenu à Montréal après ça. Pour 3 games, il est revenu l'année Hey, d'après, juste pour dire qu'il a fini sa carrière à Montréal. Thomas Plekanec, c'est le seul et unique cas dans l'histoire. Tu sais, quand un gars se fait échanger à date limite qui dit « Ah, je serais ouvert à revenir l'été d'après », là, c'est le seul et unique cas, je pense, dans l'histoire du sport professionnel où un gars a été échangé puis il est vraiment revenu l'été d'après. Fait qu'à chaque fois, quand vous entendez un gars dire... échangé à l'équipe rivale. Ouais, mais tu sais, quand vous entendez un gars dire « Ah, je suis ouvert à revenir à l'été prochain », là, non, ça arrivera pas, oubliez ça, à moins. Ok, est-ce que vous en voulez une qui est difficile d'un gars qui était ouvert à revenir puis n'est jamais revenu? Kovalchuk, c'est sûr qu'il me parle de Kovalchuk. Ilya c'est Kovalchuk. sûr qu'il me Ah. parle de Kovalchuk. Non, mais il n'y a rien de plus difficile que voir un joueur en fin de carrière, un joueur de soutien, un joueur comme, tu sais,
Ilya Kovalchuk en fin de carrière avec les Canadiens. C'était Tu malade. tombes en amour avec le gars, puis... 2 buts en overtime pendant 2 matchs consécutifs. Ah non, mais c'est comme un fever dream, mais il n'y a rien qui peut séparer ce lien-là. Non, Mio, on est en 2024 aujourd'hui, je refuse de croire que Ilya Kovalchuk a déjà joué pour le Canadien de Montréal. Et il a été un favori de la foule. Les gens l'ont aimé. Oui, mais c'est vrai que son but en prolongation contre Toronto... Il y en a deux en prolongation. Ouais, Contre Toronto, les deux? Il y en a pas, c'était genre Peut-être pas contre contre Toronto, Ottawa. les deux. Je pense que l'autre, c'était Ottawa, je pense. Puis il arrivait comme. Il arrivait juste sur l'aile. Hein. Tu sais, il arrive sur l'aile gauche, tout ça, prend son temps à partir. Hey, La puck est partie dans le Centre Bell, ça crie Covey depuis, je sais pas. La dernière fois, ça devait être Kovalev, Ben. Hey, ça n'a pas crié ça pour Jonathan Kovacevic, en tout cas, on va te le dire. Là. Ça a jamais crié, ça a dû le crier pour Kovalev, mais pas pour Kovacevic. Non, mais ça n'en dit-tu que on peut rien avoir à Montréal quand le summum de notre vie en tant que partisan, ça a été de voir Ilya Kovalchuk marquer quelques buts en une quarantaine de matchs. Hey, mais c'était tellement une année pourrie, ça, que c'était le seul beau moment de cette année-là. L'autre beau moment, c'est Nick Suzuki qui frotte la tête de Carter Hart en série dans la bulle. Ça, c'était go. C'est l'autre beau moment de cette année. Anyways, puis dans d'autres nouvelles qu'on partage quand même sur les réseaux sociaux, on parlait de Félix et de l'alcool, tout ça. Félix, cette semaine, a passé une tier list cette semaine. Parce que Félix, il aime bien ça, faire des tier lists. Oui. Et cette semaine, il en a fait une pour les porteurs de ballon. Bon, les principaux, on va dire. Ceux qui valent la peine d'être placés. Ouais, non, mais c'est ça. Puis d'ailleurs, c'est ça, Félix qui a quand même manqué un peu de respect à Najee Harris, mais bon. C'est correct, c'est le 4e porteur de ballon depuis 2021 au niveau des verges accumulées, mais bon, ça, on n'en parle pas. Non, on n'en parle pas parce qu'il n'est pas bon. Il y a seulement genre Josh Jacobs, Jonathan Taylor, puis j'en sais pas de Barkley devant lui. C'est sûr qu'il y a Derrick Henry, là. Derrick Henry. C'est comme les 3 seuls qui sont devant Najee Harris à ce classement-là, mais bon. Najee Harris est apparemment mid. Fait que je partage le commentaire de Guillaume Pelletier qui dit... Depuis 2001? 2021. 2021? Okay. Ouais, 2001, quand même, tu fais un peu. 2001, il y a quand même... Bon, OK, on peut dire ce qu'on veut sur la personne, mais il y avait Adrian Peterson là-dedans aussi. Là. Je pense que 2001, tu remontes à Marshall Faulk. On est loin. On est loin, maudit. Le Daniel Tomlinson, Jamal Lewis et Priest Holmes. Là. Jerome Bettis. Les jambes de vos Steelers de Pittsburgh, Jerome Bettis. Tout ça pour dire, Guillaume Pelletier qui dit j'aurais besoin de quelques bières avec Félix pour redresser ce classement-là de mon point de vue. Autant que Félix n'est pas un adepte de boire pour l'instant, ça pourrait changer assez vite. Écoute, les Titans et les Rams, c'est sûr que j'y pense à chaque semaine. À chaque dimanche, là, c'est hey, si Malik Willis vient battre les Titans, man. Ouf. Ok, Mew, je pensais que tu sortais un gros cap, genre un gros mensonge. Ce n'est pas une blague. Il est vraiment 4e pour les verges au sol depuis 2021. Derrière qui? Derrière Jacobs, Henry, puis... Josh Jacobs, Jonathan Taylor 2e, puis Derrick Henry 1er. Vous pensez que j'ai Derrick Henry? Non, moi je pensais que tu disais genre le plus gros cap de l'épisode juste pour hyper, puis je viens d'aller vérifier. Ah non, Chris, t'as raison. En tout cas, Derrick Henry, prière à toi, P.T. Ravens, parce que on vous souhaite une bonne semaine la semaine prochaine, parce que vous êtes 0-2, c'est une bande de fraude. Ça va définitivement être un des trucs qu'on va surveiller, voir comment la débandade va poursuivre chez les Ravens de Baltimore. Aussi, ce que je vous invite à surveiller aussi, c'est les séries éliminatoires de la WNBA qui s'en viennent. Donc, dans une semaine, ce qui veut dire le 22 septembre, c'est là que ça va commencer. On va avoir aussi du basketball de la NBA qui arrive très prochainement, un match préparatoire qui va arriver, je pense, c'est le 24. Et une semaine plus tard, le 1er octobre, c'est le début des camps d'entraînement. Juste avant qu'on se quitte, on vous invite quand même d'aller voir la page Facebook Les Superfans des Tigers de Guangdong où vous pourrez interagir avec nous et répondre au quiz du joueur de la semaine. Et les boys, le joueur cette semaine était George Karlaftis, le préféré de Producer Lee qui nous avait d'ailleurs vendu George Karlaftis pendant le preview de la saison qu'on avait fait et qui d'ailleurs, je ne me trompe pas, un sac du corps aujourd'hui. En tout cas, je l'ai vu 2-3 fois pendant le match. Donc, oui, j'ai décidé de rendre hommage un peu à Producer Lee cette semaine avec son joueur préféré en défensive, George Karlaftis.
parmi tant d'autres choses à surveiller aussi, passez sur la page Facebook, comme j'ai mentionné. Vous trouverez tous les liens pour les précédents épisodes et pouvoir. Je suis en train de mourir en ce moment, je suis désolé. C'est vraiment le temps qu'on finisse le show. Les allergies sont vraiment en train de m'avoir en ce moment. C'est comme tu sais, je suis en train de pleurer en ce moment, mais c'est pas. Mais tu sais, c'est pas parce que je suis triste. C'est parce que c'est les allergies qui me pognent. Oui, ils disent tout ça, puis moi, je coupe des oignons à côté, là. Mais c'est juste pour dire, je vais prendre les super fans de Tigers de Guangdong pour tout ce qui est nos anciens épisodes et nos liens pour nos différentes plateformes sur les médias sociaux. On vous remercie d'avoir passé la dernière heure et demie avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Et ciao, ciao, tout le monde! On parie combien que je vais être malade la semaine prochaine.